Passé les 1500 ce matin, j'ai pris 120 points Elo depuis ton coaching. La game 1500, j'ai fait une partie de fou, ça me met vraiment bien. Bah ouais, mais bon, dis-le aux gens, hein. Faut le dire, Alcao. Vu le nombre de personnes qui m'écrivent, c'est incroyable le nombre de messages que je reçois après les coachings pour me dire que je me fous de la gueule des amateurs ou des débutants, que ce que je fais, c'est pas bien. C'est un truc de fou. Le nombre de gens qui m'écrivent ça, c'est un truc de malade. Donc n'hésite pas à le dire, Alcao. Le nombre de gens qui n'ont rien compris, c'est hallucinant. Ben ouais, vu le nombre de contenus pour abrutis qu'il y a sur Internet, c'est pas très étonnant. Hein. Que les gens soient un peu cons, tu t'en doutes après. Il suffit d'ouvrir les réseaux. Mais bon, quand on fait beaucoup de blitz, les gens se plaignent parce qu'il y a des blitz. Quand on fait des trucs pédagogiques, les gens se plaignent parce qu'il y a des pédagogiques. Quand on fait des coachings, les gens se plaignent parce que c'est du coaching. Quand c'est des tournois, les gens se plaignent parce qu'il y a trop de tournois. Alors qu'il y a tous les contenus qu'ils veulent vraiment, s'ils veulent un truc qui correspond à ce qu'ils veulent, il y a vraiment tout en replay sur YouTube. Donc quand tu discutes avec les gens, le chat, les gens se plaignent. Exactement. À un moment donné, t'es un peu bloqué. Après, si vous voulez voir des choses différentes, il faut aller voir les analyses de parties sur la chaîne principale, etc. Et là, il y a vraiment énormément de contenu très intéressant. Et merci Tartampion08 pour progresser encore plus. Mais le problème, c'est que comme c'est intéressant, ça intéresse moins les gens. C'est logique. Après, une fois qu'il faut passer un cap, faut passer là-dessus. Hein. Il y en a beaucoup des analyses de parties passionnantes et qui font progresser. Mais tous les pires scores qu'on fait en nombre de vues sur YouTube, c'est toujours les analyses de parties quand c'est vraiment fait, pas parce que les parties sont spectaculaires, mais parce que les parties sont hyper pédagogiques et font énormément progresser. Après, moi, c'est pas de ma faute hein, si vous n'êtes pas intéressé par le contenu le plus intéressant. J'y peux rien, quoi. Après, sur les parties pédagogiques, j'ai pas inventé des ouvertures, quoi. Régulièrement, les analyses de match, plus les parties pédagogiques, qui ont un côté plus applicable que MVL en une position dans laquelle je me retrouverai jamais. Ça, c'est ce que tu penses, toi. À partir d'un certain moment, c'est l'accumulation de connaissances dans des positions que tu auras jamais qui font que tu peux bien jouer aux échecs. Parce qu'il y a un genre de truc magique qui va se passer à un moment donné où tu vas finir par reconnaître vers quelle position ils espèrent arriver, lesquelles ils essayent d'éviter, et par un genre de constellation de positions que tu vas connaître et reconnaître, ça va pouvoir te guider dans tes parties sans que tu t'en rendes compte. Mais bon. Après, à partir d'un certain niveau, hein, pas au début. Mais je veux dire, quand les gens ils vont me dire sur la partie pédagogique, on revient au système de Londres, ouais, mais t'es censé, si t'as regardé les runs sur les 4-5 ouvertures sur lesquelles ça tourne avec les blancs, si tu les as regardés en entier, t'es déjà à 200 ou 300 heures de contenu, t'es censé devoir passer à autre chose après, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs. Mais disons qu'après, ouais, pour les gens qui veulent aller plus loin, après les parties pédagogiques, ça a complètement ça a ses limites en fait. De toute façon, les échecs à partir d'un certain moment, ça devient difficile. Pour le coup, je pense que ça, depuis un an, j'ai pas loupé une seule de tes vidéos sur tes 3 chaînes. Je regarde quasiment tout en entier, même celle d'1 heure, et ça fait tellement progresser et comprendre le jeu. Bah, c'est ça, au bout d'un moment, ça te remplit une constellation de choses qui font que tu vas mieux jouer, quoi. Est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à faire des parties pédagogiques ? Bah, en vrai, c'est pas super drôle hein, de battre des gens qui sont nettement moins forts, mais ça va, hein. Je me plains pas. Est-ce que toi aussi, parfois, tu sens que t'as perdu le mojo des échecs, tu ralentis un peu, puis tu reviens à fond et tu vois tout ? Bah, si je voyais tout, je battrais Carlsen. Hein. Après, non, je dirais pas ça. Hein. Je dirais pas ça. Moi, je dirais pour bien jouer, il faut que je fasse. Plus je fais d'échecs, mieux je vais jouer. Généralement. Après, avec des périodes de petites pauses, attention. Hein. Mais globalement, c'est pas en faisant une pause de 1 mois, 2 mois, en me touchant la nouille que je vais bien jouer. Donc, je dirais pas ça. Je dirais pas ça parce que, au contraire, c'est plutôt quand tu fais des grosses sessions d'entraînement que tu vas être meilleur. Si tu joues pas pendant un an, tu perds vraiment de fou. Je pense pas, non. Moi, je fais des pauses de 2 mois, tous les 2 mois, je joue bien du coup. Ouais. T'es en pause permanente. Non, mais je dirais en général, c'est comme dans tout, hein, faire des petites pauses si t'es en overdose, ça fait du bien, mais globalement, plus t'en fais, meilleur t'es. Hein. C'est paradoxal, une personne qui m'a fait vraiment progresser, c'est de me détacher largement de mon Elo. Genre de pas jouer pour l'Elo, mais pour apprendre. Bah, ça, de toute façon, c'est certain, hein, faut pas jouer pour le Elo, ça sert à rien. Faut jouer pour mieux jouer. Est-ce que tu continues à bosser ton jeu ? Est-ce que tu crois que toutes les parties que tu analyses te font progresser ? Bah, plus maintenant. Je suis trop vieux maintenant. Hein. T'as un avis sur Woodpecker Method ? C'est bien pour les gens qui commencent adultes et qui sont pas forts. Sinon, c'est naze. Si t'es jeune et que t'es vraiment fort, c'est naze. C'est vraiment bien pour quelque chose de précis, quoi. Mais après, si tu commences tes échecs adultes et que tu veux apprendre les tactiques et faire de la tactique et progresser, ça peut être pas mal.
suis adulte et pas fort pile pour moi. Ouais, dans ces cas-là, ça peut être pas mal. Mais si t'es jeune et que tu veux devenir vraiment fort, c'est une méthode plutôt catastrophique. C'est pour les vieux pleutres, exactement. Mais voilà, faut juste l'utiliser à bon escient, quoi. C'est quoi adulte pour toi, genre quel âge? Pas 20 ans, hein, c'est déjà adulte, hein. Catastrophique carrément, mais pourquoi? Bah parce que quand t'atteins un certain niveau, l'objectif c'est d'apprendre des nouvelles choses. C'est pas de répéter les mêmes tactiques. Ça n'a pas d'intérêt en fait. Il y a tellement de variétés dans les échecs, tellement de manières d'avoir des positions qui se jouent sur des nuances, que revoir les mêmes positions en boucle, c'est juste une perte de temps. Sur lesquelles t'aurais pu apprendre plus de choses, quoi. 20 ans, c'est pas adulte, faut pas dire ça. Bah, c'est adulte, hein, déjà. Si tu commences les échecs à 20 ans, c'est dur, hein. Pourquoi être vieux forcément? Un jeune mauvais ne peut pas faire cette méthode pour progresser. Ah, jeune mauvais, tu peux. En fait, il y a deux conditions. C'est être jeune et fort pour que ça serve à rien. Si t'es explosé contre un lampadaire, la méthode est peut-être pas mauvaise. C'est juste une méthode faite pour les gens qui veulent pas devenir forts. Ou qui peuvent pas devenir forts. En gros, si c'est naze, fais le woodpecker. Et encore, hein, c'est peut-être même pas très bien. Mais c'est envisageable, on va dire. Je commence à 28 ans, il vaut mieux arrêter tout de suite. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est comme tout ce que tu fais. Tu vois, regarde, moi, j'ai quel âge? Moi, j'ai 39 ans. Quoi que je commence, de toute façon, on s'en fout. Je vais jamais être bon. À rien. Donc voilà, il faut juste faire les choses pour s'amuser. Après, si tu fais pour t'amuser ou même pour progresser jusqu'à un niveau très modeste, peut-être qu'il y a des méthodes qui sont plus efficaces que les méthodes qu'on utilise pour devenir vraiment bon. Parce que c'est pas les mêmes objectifs, c'est ce que je veux dire par là. Le mec qui l'a créé, il est GM. Axel Smith? Ouais. Mais pas fort en fait. Il est pas ouf en fait. Il travaille beaucoup, c'est un gros bosseur, il joue pas mal, hein, mais c'est pas... Il a jamais menacé d'être dans le top mondial, quoi. Average, non, pas average, je pense qu'il a jamais été même 26. Je pense pas qu'il soit average. C'est GM vent dans le dos, mais après, c'est dur, hein. Bah là, il est 24-40, quoi. Mais je sais pas jusqu'où il est monté. Ouais, il a été publié à 25-16. Maximum. Il a tout donné pour passer GM. Du coup, respect à lui, hein, parce que ça a dû être un travail acharné. Mais je veux dire, c'est pas fort, quoi. Mais après, la méthode, il a peut-être aussi inventé en donnant des cours, en entraînant des joueurs, etc. Il s'est, à mon avis, un petit peu inspiré des trucs d'apprentissage de langue aussi pour ça. Donc, il s'est trouvé une méthode et voilà. Et pourquoi pas? Je dis pas qu'elle est mauvaise. Juste, ça dépend des objectifs, ça dépend pour qui. Faut être vraiment précis, mais c'est plus pour les adultes, quoi, que pour les enfants. Que pour les jeunes de toute façon. C'est déjà arrivé d'avoir les 3 normes et de pas faire les 25? Ouais, c'est déjà arrivé. Mais généralement, si tu fais les 3 normes, tu fais les 25 quand même après. Tu finis par le faire, mais oui, c'est arrivé pas qu'une fois, c'est sûr. A contrario, t'as des joueurs aussi qui sont montés à 25-30, 25-40, 25-50 sans avoir fait les 3 normes. Tu penses que Gotham n'a jamais voulu être GM sérieusement, que c'était juste un clickbait? Bah, c'était juste du marketing. C'est pas qu'il a jamais voulu, il a voulu, c'est juste qu'il a pas les capacités pour le faire. Il peut pas le faire en fait, c'est tout. Mais voulu, oui. Pu, non. Et après, voilà, c'est juste un emballage pour faire des vues. Hein. C'est prendre les gens pour des cons, c'est un métier. Hein. S'il avait fait à Zagreb, Budapest, bah après, ouais, mais ça, oui, mais ça, n'importe qui, même ma fille le fait. Mais le problème, c'est que maintenant, il faut faire une norme en open, de toute façon, JC. Donc après, de toute façon, si tu veux acheter, tu peux le faire. Hein. Avec les tournois fermés, n'importe qui peut faire des normes, mais le truc, c'est que de toute façon, maintenant, ça, il le protège avec une norme en open, et puis il y a quand même les 2005, et puis c'est quand même trop visible si t'achètes trop, donc non, il peut pas le faire comme ça, et puis de toute façon, je le prends pas dans mon arithmétique, dans mon calcul. Ah, je sais quoi, bah, tu peux acheter des parties, hein, tu vas voir les mecs avant les parties, tu les payes hein, pour qu'ils perdent. Ça arrive, hein. Moi, on m'a déjà proposé plusieurs fois même. On m'a 2 fois voulu m'acheter des parties, donc ça arrive. Mais devenir grand maître, c'est très dur. Hein. J'espère que tu as gagné les 2. J'ai refusé les 2. J'en ai perdu une. Et l'autre, je crois que j'ai fait nul. Après, tu as aussi une répute de merde si tu acceptes de te le faire acheter. Oui. Mais après, tout ce qui est tournoi fermé et tout, ça peut être au contraire un argument pour t'inviter pour les jouer, quoi, aussi. Moins aujourd'hui, mais il y a une quinzaine, vingtaine d'années, c'était une trentaine d'années.
T'aurais proposé 5 centimètres de plus au lieu de fric, t'aurais accepté? Non, parce que vu d'où je pars, 5 centimètres c'est trop. Quand même aussi, quelqu'un avait voulu lui acheter une partie, oui, mais c'est pas quelque chose d'assez commun finalement. Après, il y a bien des joueurs qui se mettent d'accord pour faire nul. Bah après, le truc de se mettre d'accord pour faire nul, c'est que t'as le droit de proposer nul à tes adversaires en partie. Donc je veux dire, de base, en tout cas pendant longtemps, on pouvait proposer nul quand on voulait. Donc de base, en fait, tu peux jouer un coup, proposer nul. Se mettre d'accord pour faire nul, finalement, c'est juste proposer, accepter, quoi. Donc ouais, après, acheter, vendre les parties, ouais, c'est des choses qui se font, hein. Quelle audace de demander à un joueur titré de vendre des parties, c'est tellement dégueu. Ça se fait beaucoup, hein. Enfin, ça se faisait beaucoup. T'as même des gens, enfin, t'as vraiment pas mal, t'as même des gens connus, hein, si tu fais un peu des recherches, même sur Reddit. T'as même des gens qui ont acheté des parties, tout le monde le sait, qui ont acheté du Hello, des titres, et personne dit rien. Ils sont même invités à plein d'endroits, hein. C'est pas toxique. Acheter des parties d'échecs, non. Acheter des titres, non plus. Ça, c'est bien, ça. Donc, ouais, non, je sais pas. Dans les échecs, tu sais, c'est quand même un milieu très particulier, hein. Encore, c'est interdit de proposer nul. Moi, ça, par exemple, pour les amateurs, je suis pas fan. Pour les professionnels, je trouve que c'est normal d'interdire la proposition nulle. Pour les amateurs, franchement, je comprends pas trop l'intérêt parce que, bon, les gens viennent, ils viennent quand même plus pour s'amuser. S'ils ont envie de proposer nul, je vois pas trop le problème, quoi. Est-ce que c'est possible de contourner la règle en répétant les coups Alors non. En fait, si tu fais ça de manière visible, comme l'avaient fait Nepomniachtchi et Dubov, tu risques le double zéro. Ça, tu peux pas le faire et c'est normal. Tu contournes une règle en fait en te mettant d'accord avant la partie, donc ça c'est interdit. Et merci à Armaco 3005. En fait, t'as pas le droit de te mettre d'accord avant la partie. T'es à 2 sur 5, tu joues un pote, c'est pas mal de faire nul en 5 coups quand même. Bah, c'est ça, moi c'est pour ça que cette règle de pas pouvoir proposer nul, je suis tout à fait d'accord à partir d'un certain niveau, qui a déterminé, mais voilà, un niveau assez élevé déjà. En revanche, pour les amateurs, tournoi C, du tournoi de je sais pas quoi, bon, si les gens ont envie de faire nul, pourquoi pas, quoi. Après, les tournois encourageant quasi des fois à faire forcer les nuls, je trouve ça débile. Bah, comme le Grand Suisse, où en fait, c'est comme ça que Blue Boom s'est qualifié. Au final, il a des joueurs qui ont forcé contre lui. Je pense notamment à Prague, qui a pas mal forcé, qui s'est fait contrer. Et où en fait, tu récompenses les joueurs qui gardent le bus parce que la structure du tournoi fait que certains joueurs ont intérêt à fermer le jeu pour éliminer les autres et faire un chantage à l'élimination, quoi. Franchement, les Suisses, je t'en ai pas remis de la non-qualification d'Alireza. Non, c'est pas la non-qualification d'Alireza, c'est juste que c'est un truc d'abruti, que tout le monde le sait et que ça fait 10 ans que ça change pas. Au bout d'un moment, moi, ça me fatigue. Mais après, la non-qualification d'Alireza, je m'en fous. C'est juste que les candidats sont nazes parce que le cycle est naze, parce que les tournois de qualification sont nazes, parce que le champion du monde est naze, mais c'est lié au fait que les champions du monde, ils se qualifient, c'est les 2 derniers, ils se qualifient alors qu'ils devraient même pas être aux candidats. Et qu'il n'y a rien qui va, en fait. C'est plus ça, il y poète. Après, en soi, qu'Alireza soit pas qualifié. Mais en fait, t'as 2 champions du monde. Enfin, je vais pas revenir sur le débat, mais t'as 2 champions du monde qui devaient 2 fois pas être aux candidats. Donc, ils sont champions du monde sur des vices de procédure. Mais il n'y a aucun joueur du circuit qui essaye de faire bouger les règlements. Bah, tout le monde s'en fout, en fait. Hein. Du moment qu'il y a de l'argent dans les échecs. Mais les échecs, c'est vraiment un milieu de cons. Hein. Enfin, c'est... Je le dis souvent, mais si vous suivez beaucoup, ça se remarque. Vraiment beaucoup de cons dans ce milieu. En fait, les échecs, je pense aussi que c'est un domaine où les gens ont un énorme complexe d'intelligence. Je suis assez d'accord avec toi, Eli Poète. Je crois que c'est un milieu où les gens pensent qu'être fort aux échecs veut dire qu'ils sont intelligents. Alors que ça n'a pas de rapport. Il y a un peu de ça et je pense que les gens qui jouent aux échecs sont très individualistes et égoïstes en général. Mais ça, c'est lié au jeu qui te rend comme ça. Le jeu, dans l'essence du jeu lui-même, il te rend comme ça en fait. Après, pour les champions du monde, ça a l'air globalement vrai quand même. Non, Magnus MVS, ça a vraiment l'air d'être des génies, mais plus globalement aux échecs, après évidemment. Des génies... Bah oui et non en fait. Enfin, ils sont très intelligents, c'est des très grands joueurs d'échecs, mais des génies, je sais pas comment dire ça. Maxime, c'est quelqu'un... Bon, Maxime, il est vraiment spécial. Il est vraiment extrêmement intelligent. Mais je veux dire... Et Magnus aussi probablement, mais en fait, ils n'ont pas vraiment développé de compétences hors des échecs, pour la plupart. Je veux pas parler de personnes en particulier ici, parce qu'évidemment, chacun a son parcours, mais globalement, quelqu'un même de moins intelligent de base, s'il s'est intéressé à beaucoup plus de choses dans la vie, il peut avoir même une meilleure vision.
tu peux être très intelligent, mais si tu t'es vraiment spécialisé que dans un domaine, que tu fais que ce domaine toute ta vie, etc., au bout d'un moment, si tu dois réfléchir de manière plus globale, même à l'organisation d'un sport, t'as beau être très intelligent, en fait, t'as très peu de compétences pour le faire et le comprendre. L'intelligence ne se mesure pas sur un seul domaine. Oui, mais bon, s'ils sont dans les meilleurs joueurs aux échecs, c'est qu'ils ont une meilleure mémoire que toi, une meilleure visualisation. Souvent, ils sont bons en calcul. En fait, quand t'es bon aux échecs, ça veut dire que t'as plusieurs capacités intellectuelles qui sont très développées, mais après, c'est pas parce que tu as des capacités intellectuelles développées que tu as de la culture, que tu as de l'empathie, que tu t'intéresses au monde, à autre chose, et même que tu peux être bon dans tout un tas de compétences organisationnelles, quoi. C'est particulier. Je parle global. Ouais, c'est sûr que c'est une forme d'intelligence qui regroupe plusieurs capacités. Et c'est comme ça, mais oui, ça veut pas forcément dire que tu peux comprendre comment organiser globalement un sport pour qu'il soit intéressant à regarder. Ça n'a pas vraiment de rapport, hein.